Alors, Jean-Philippe Piron vous a déjà été présenté. Donc, il est professeur des universités en philosophie à Lyon 3, directeur de la chaire Valeurs du soin et de l'école doctorale numéro 487, sous l'égide de laquelle nous organisons cette journée. Et donc, le titre que vous avez choisi de donner à cette introduction, c'est le renouveau des relations entre philosophie et terrain. Merci de m'arrêter dans un quart d'heure. Donc merci à tous les quatre d'avoir réussi à monter ce projet qui est porté depuis un moment. Et je dirais, je ne peux pas bien sûr préjuger de la fin de cette première journée ni de la seconde, mais de cette façon il y a quelque chose déjà de réussi. C'est que le fait d'exister, et l'Assemblée qui est ici présente aujourd'hui en témoigne, un collectif de personnes qui pensent la philosophie, ou en tout cas qui tentent d'interroger des manières de faire la philosophie, donc, et vous lui donnez une visibilité qui a une signification politique. J'exagère à peine. Vous lui donnez une signification politique parce que vous avez en plus choisi, je ne sais pas si c'était délibéré, mais je prendrai 2 secondes ma casquette de directeur d'école doctorale, vous avez choisi de faire que cette rencontre ait lieu ici. C'est-à-dire qu'en fait, dans un bâtiment en fait, qui porte le nom de Fernand Buisson, dont on sait le rôle qu'il a joué en fait, dans la constitution en fait, du projet de l'école républicaine et qui a beaucoup interrogé les dispositifs de formation. Et de certaine manière, je vous dis que ça se passe ici, aujourd'hui, c'est-à-dire en fait au moment où l'Université de Lyon est en train de créer quelque chose comme une université cible en se demandant quelle place la philosophie va bien pouvoir jouer dans ces grands pôles entre humanité et, et sciences. Je crois que ça questionne en fait le fait que nos institutions forment d'une façon très particulière des intelligences et que le moment en fait qui pour vous a un sens biographique, vous êtes chercheuse dans votre propre itinéraire personnel, il a aussi un sens institutionnel et il s'agit aussi pour nous de ne pas perdre de vue au fond ce qu'on cherche à former, et notamment, vous l'avez dit, c'est Margot qui disait en introduction, en désenclavant aussi nos logiques en silo, qui fait que quand on est d'une section CNU plutôt qu'une autre, eh bien, ça devient très compliqué si on veut travailler avec les collègues des autres sections, du moins si on veut faire carrière à l'université. Donc merci donc déjà ça, donc je voudrais saluer ça, et donc d'entrée de jeu, j'en viens à ce que j'avais prévu en fait de dire. La première observation que je me suis faite en disant mais pourquoi cette insistance du terrain, je me suis souvenu en fait de ce que on se souvient tous quand on est philosophe, c'est en fait de notre ancêtre commun et donc de mon cher Socrate, et en me disant mais Socrate faisait-il du terrain? Et finalement, comment, lorsqu'on lit Socrate, on peut déjà aussi l'arracher à son terrain pour penser au fond que les questions qu'il pose sont sans sol. Et la première chose que je dirais, c'est que probablement ce à quoi vous nous invitez, c'est bien sûr de questionner épistémologiquement la condition de possibilité de construction d'un terrain, mais en amont de cela, je crois qu'il s'agit aussi de ne pas perdre de vue le terreau du terrain, si je puis dire, ou le sol du terrain au sens quasiment phénoménologique de celui-ci. Et je dirais précisément en relisant quelques instants, sans être trop long en fait, ce que fait Socrate. Je le referai en partant en fait d'une observation en fait, de Gadamer à la fin de la deuxième partie de Vérité et méthode, dans lequel il interroge en fait la nature en fait de ce que c'est que le dialogue platonicien notamment, et notamment sur la distinction qu'il fera, j'en dirai 2 mots, entre une question et un problème. Mais quand il réfléchit sur le dialogue, pour essayer de le penser, il prend une analogie qu'il emprunte dans le champ de l'art en posant la question qu'est-ce que, pour une œuvre d'art, est un piédestal? Et la plupart du temps, le piédestal, on le pense comme un élément décoratif, pittoresque, secondaire, alors que, d'une certaine façon, c'est le piédestal la condition d'inscription d'une œuvre dans un site. Autrement dit, elle n'est plus décorative, à partir de là, le piédestal n'est plus un élément ornemental, il devient un site, une situation, une immersion dans un milieu de vie. Et si on pense le piédestal de cette façon, eh bien, les motifs ornementaux des dialogues platoniciens, où on voit tantôt Socrate se balader sur les remparts, tantôt fréquenter les gymnases, tantôt les salles de conseil de guerre, pour à chaque fois réfléchir sur le courage, sur
l'éducation, sur le statut de la justice, puisqu'il pense aussi le tribunal, eh bien effectivement ces considérations-là ne sont plus des considérations purement de prétexte argumentatif ou rhétorique, disant il faut bien planter un décor, mais elles élaborent quelque chose comme un site. Et je dirais la question en fait, du terrain, pour moi, c'est d'abord ça qu'elle interroge, c'est quels sont les sites à partir desquels nos interrogations en fait, se déploient. Toujours Gadamer, sans vouloir être trop révérencieux, mais on ne pense pas sans référence, même si ce n'est pas la même chose que dans la révérence. Gadamer en fait dit, pour concrétiser ça, pour résumer ça, il a une formule que je trouve très belle, il dit l'ouverture de la question n'est jamais sans rivage. L'ouverture de la question n'est jamais sans rivage. Et au fond, je pense que la question du terrain, c'est, ce qu'elle met en jeu, c'est les rivages à partir duquel, au fond, nos interrogations se déploient. Alors, cette remarque générale est en fait, interroger en fait une philosophie de terrain, c'est, on ne fait pas à n'importe quel moment en fait dans l'histoire de la philosophie. Et à partir de là, je ferai donc deux remarques, c'est qu'en fait, je voudrais dire que c'est à la fois symptomatique et c'est à la fois une heureuse surprise. C'est symptomatique de plusieurs choses. La première, donc elle dit quelque chose qui est arrivé à la philosophie depuis que la philosophie est devenue une philosophie de professeur, du moins en tout cas sous nos latitudes. Et ce qui lui est arrivé, c'est le risque qu'elle soit devenue une exégèse d'elle-même, en oubliant en fait que son histoire, c'est aussi une histoire en questionnement, en référence précisément à son site. Et donc, ce que vous nous posez comme question, en tout cas c'est comme ça que j'entends, c'est effectivement quel est notre site? Est-ce que le site pour nous sont nos bibliothèques? Ou bien est-ce que derrière nos bibliothèques, il y a les questions auxquelles les livres tentent d'apporter une réponse? Donc il y a une signification critique donc, attachée à la question du terrain. J'en vois plusieurs enjeux très rapidement. Le premier, c'est effectivement une critique d'une philosophie qui perdrait plusieurs fois sa relation à l'extériorité. Elle la perdrait plusieurs fois, tout d'abord en se pensant comme un discours méta, qui se laisserait croire que sa tâche serait de définir pour les sciences humaines, notamment leurs annotations théoriques. Elle perdrait une seconde fois en délaissant sa relation à l'expérience et aux données comme étant contingentes, en actant la séparation finalement en sciences humaines et philosophie comme une partition des tâches, laissant aux philosophes la tâche d'ordonner ou de coordonner les données que les sciences humaines collecteraient dans un rapport très instrumental et finalement aussi très, là en l'occurrence très irrévérencieux. Et puis aussi, c'est un enjeu qui ne me semble pas secondaire, elle la perdra aussi en s'institutionnalisant. Je disais en commençant que nous sommes en train de construire l'université de Lyon. Il y a 40 ans, on créait 2 universités sur le site lyonnais, Lyon 2 et Lyon 3, les philosophes faisant le choix de ne pas être avec les sciences humaines. Cette signification avait un sens stratégique, je laisse de côté les enjeux stratégiques qui ne sont pas inintéressants, mais elle avait aussi une signification épistémologique, parce que dans ces années-là, ça a été rappelé aussi par Margot, les relations entre philosophie et sciences humaines ont un sens plus que polémique. Je ne reviens pas sur le rôle que ceux qu'on a vu, au moins symboliquement, des figures comme Bourdieu ou comme Lévi-Strauss ont pu jouer. Mais en tout cas, cette partition, elle a eu un enjeu, elle a eu des effets considérables. C'est que d'un côté, la philosophie perdait son rapport à l'empirie, en tout cas risquait de perdre son rapport à l'empirie, et de l'autre côté, les sciences humaines risquaient aussi de perdre le rapport à la dimension critique et réflexive que peut proposer en fait la dimension épistémologique. Et donc je dirais, nous sommes à ce moment-là, au fond de l'histoire, et donc cet enjeu, donc ce qu'il nous dit, c'est que les questions institutionnelles, donc la manière qu'on a d'instituer des savoirs et des formations, elle n'est pas sans incidence sur la manière aussi de voir se déployer la vie intellectuelle. Alors, sur la question de la surprise maintenant, je vais aussi effectivement vite, mais la question effectivement qui se pose, et ça a déjà été dit, c'est est-ce que la philosophie se rapporte au terrain comme les sciences humaines, et est-ce qu'elle peut le faire sans devenir elle-même une science humaine au sens technique du terme? Bref, je dis ça d'autant plus que les diplômes que nous remettons à nos étudiants lorsqu'ils ont leur diplôme, ils ont un diplôme de philosophie, mention sciences humaines.
donc, si vous voulez, la cocasserie administrative qui vient nous agacer de cette façon, en tout cas, qui vient interroger nos manières en fait, de partition en fait, des savoirs. Bref, ce que Kant appelait le conflit des facultés. Et donc ici, ce que je voudrais simplement noter, c'est qu'autour de ce mot de terrain, si le philosophe ne se fait pas sociologue, s'il ne se fait pas anthropologue ou ethnologue, de cette façon, pour moi, en fait, ce qui me semble en jeu, c'est de voir comment, effectivement le philosophe fait un travail sur ce qu'on pourrait appeler le terreau du terrain. Si, ça n'est pas ici qu'un jeu de mots, c'est qu'en fait, comment ce qui est en jeu, c'est une réflexion, en fait, me semble-t-il, assez fondamentale. Alors, je ne sais pas si elle est méta, mais en tout cas, c'est une réflexion, en fait, qui rappelle une idée, en fait, à la fois simple et en même temps difficile, que je résumerai, en fait, en une formule que j'emprunte à Ricoeur, qui dit, au fond, que la distanciation de l'activité de connaissance présuppose toujours la participation du comprendre. Et ce que le philosophe peut-être maintient dans le souci en fait, de l'attention qu'il porte au dispositif de connaissance, c'est qu'en amont de la connaissance, il y a des enjeux qui relèvent d'un comprendre et d'un se comprendre. Et cette question-là me semble décisive parce que c'est là qu'elle dit qu'avant le terrain, il y a un sol. C'est le sol en fait, du questionnement humain, et ce sol, on peut l'appeler existentiel si on veut, ou existentiel. Je n'ai pas le temps de déployer, mais cette question-là, elle a son importance. Je voudrais en fait, alors ceci dit, les philosophies, et c'est leur intérêt, dans leur pluralité, inventent des façons de faire sonner ou, comment dire, mettre en tension la dimension du connaître et celle du comprendre. Donc les styles philosophiques, dans leur façon de se rapporter, de la façon qu'a la raison de se rapporter au réel, eh bien inventent des manières, effectivement, de dire le terrain. Alors je l'ai fait de manière, comment dire, très scolaire, mais simplement pour dire que les choses se disent au pluriel, même si j'ai bien compris que j'ai trop ouvert et qu'il faut fermer. Puisqu'en fait, ce qui me semble intéressant de noter, c'est qu'effectivement les rapports de la rationalité philosophique au réel, en fait, ils se déploient diversement, et je veux dire se déploient en fait depuis l'approche la plus distante vers l'approche la plus impliquée. Et donc je voudrais m'arrêter je finirai là-dessus en fait sur une mise en série, si vous voulez, une mise en série comme ça du rapport en fait que les philosophies pourraient entretenir au terrain. Donc je dirais du plus éloigné au plus impliqué. Le plus éloigné, c'est le statut de l'exemple ou de l'illustration dans le discours philosophique. Puisque l'exemple, c'est peut-être le degré minimal pour la philosophie par lequel se rapporter au terrain. C'est-à-dire finalement dans le patient et lent et long travail du concept, dans la patience du concept, nous apprenons à épurer les images, à nous libérer en fait du rapport au réel parce que trop collant ou trop peu conceptuel de certaine façon. Et finalement ce caractère parasitant au fond de celui-ci, eh bien néanmoins il apparaît dans le raisonnement sous la figure, où il surgit dans le raisonnement sous la figure de l'exemple. L'exemple, on pourrait dire, au fond, qu'il joue dans la démonstration philosophique ce qu'en disent parfois les géomètres. On raisonne juste sur des figures fausses. C'est-à-dire, à sa manière, l'exemple, il vient soutenir l'attention. Et donc, il a presque une fonction rhétorique ici, pauvre, mais soutenir la vigilance et la concentration, pour dire qu'on n'a pas perdu de vue qu'on part du réel, mais, on a besoin, au nom de l'abstraction, de tenir, en fait, cette forme de distance. Bref, l'exemple, au sens le plus pauvre du terme, c'est un artifice didactique. Ça c'est au sens le plus pauvre. Ceci dit, je monte un petit peu, l'exemple philosophique, il change du registre. Puisque les philosophes, il leur arrive de construire leurs exemples, de les élaborer au sein même de leur manière en fait, de philosopher. Et l'exemple, c'est plus l'illustration ici, au sens classique du terme. C'est plus l'exercice rhétorique. L'exemple, en fait, on peut le penser, si vous voulez, au sens donc au-delà de sa fonction didactique, comme la manière qu'a le philosophé de prendre la mesure de ce qu'on pourrait appeler sa conscience situationnelle. Parce qu'on pense en et par une situation.
Et donc l'exemple philosophique, à sa façon, il explicite cette conscience situationnelle. Ce qui me semble signifier, enfin, je prends un exemple de cette idée, vous prenez L'être et le néant de Sartre, les fameux textes comment dire, sur la jeune fille coquette ou sur le garçon de café, sont des exemples philosophiques qui sont une manière, effectivement, non pas de traiter la situation en ethnologue, parce qu'après tout, on pourrait, effectivement, de la même façon qu'on va dans les maternités, aller dans un café et voir en fait comment on y vit, une forme en fait de l'espace public. Sartre, même s'il fréquentait aussi les cafés, en fait, ce qui est en jeu, c'est effectivement de construire, de se laisser instruire par l'expérience, c'est pas de se laisser instruire par l'expérience, c'est de l'instruire, c'est plutôt de l'instruire philosophiquement. Je monte encore un tout petit peu, j'ai encore 3 minutes. 2 minutes, alors je vais plus vite. Je montre encore un petit peu le statut. Il y a un statut particulier du contre-exemple, qui cette fois-ci a une portée argumentative, on le sait, facile-factionniste si vous voulez, pour saluer le grand popper, je laisse ça à côté, mais cette question-là est importante. Il y a une fonction logique de l'exemple qui est ici importante. Arrive ce qui nous intéresse plus particulièrement, la question du terrain. Parce qu'effectivement, avec le terrain, on est devant autre chose, encore dans la façon de se rapporter au réel, dans une forme en fait d'hybridité qui cherche à éviter 3 tentations. La première, vouloir, quand on pense le terrain en philosophie, énoncer une orientation théorique pour les sciences sociales ou les sciences humaines, il ne s'agit pas de faire ça. Seconde tentation, ça serait de fonder une analyse philosophique dans un terrain réalisé à la manière des sciences sociales, et donc pas à l'imitation, si vous voulez, ou une bonne, ça dépend. Ou bien, troisième tentation, c'est de reprendre les acquis des sciences sociales comme des données à penser après coup. Et le terrain, donc il a un statut singulier s'il veut éviter ces trois tentations. Et c'est en jeu, c'est donc finalement comment apprendre à observer en gardant cette capacité d'analyse argumentative sans renoncer à la possibilité d'une position normative. C'est de ça essentiellement dont on va parler aujourd'hui. Il reste une dernière figure, et je m'arrête, c'est la question de l'implication, qui est une forme finalement radicalisée en fait, du rapport au terrain, où cette fois-ci, le choix, il s'agit de s'exposer à la situation. De s'exposer à la situation au risque de ne pas en ressortir indemne. C'est-à-dire qu'en fait, cette fois-ci, on peut concevoir le terrain au cœur duquel, et non à la surface duquel, s'engage une épreuve existentielle, en même temps que conceptuelle. Le philosophe témoin en atteste, si je puis dire. L'enjeu, il en est ici de la vérité expérimentée au contact avec la réalité. Difficile de prendre des exemples, j'en prends un, bien sûr forcément discutable, c'est le travail de Simone Weil, qui, donc avec son journal d'usine, dans lequel, ce qu'elle dit, quand je pense mon rapport au terrain, dit-elle, c'est pas celle d'une je cite, c'est pas celle d'une professeure agrégée en vadrouille dans la classe ouvrière. L'enjeu, c'est comment ne pas être en vadrouille dans les réalités ou les terrains que nous traversons. Elle ajoute, ce qu'elle dit, ce contact avec le monde ouvrier a changé, je cite, a changé pour moi, non pas telle ou telle de mes idées, beaucoup ont été au contraire concernés, mais ont changé infiniment plus. Elles ont changé toute ma perspective sur les choses, le sentiment que j'ai de la vie. Bref, le terrain, il peut être aussi donc un risque à courir, un risque existentiel, comme Simone Weil, à sa façon, le prend dans son expérience de l'usine. Bref, ici, donc le terrain, ce n'est plus ce que l'on expose, c'est ce à quoi on s'expose. Je m'arrête là-dessus, mais donc pour dire que la chance de la philosophie, c'est qu'elle se dit au pluriel, et que le moment, en fond, de la philosophie de terrain, eh bien, c'est de voir comment cette pluralité, au cœur, en fait, de l'hybridité, en fait, qui est le terrain pour elle, eh bien, s'initie et s'invente, et nous en sommes les témoins, si je peux dire, aujourd'hui, et merci de nous permettre de l'être. Voilà, j'arrête. Merci.